Brima Sidibé, observateur politique dans l'émission à l'école sur RP Média. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Lors de son périple, il a été d'abord au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Avant d'analyser les discours qui ont été prononcés dans ces trois pays africains, nous allons essayer de comprendre un peu le contexte de ce voyage. On va procéder de façon chronologique, donc en commençant par le Cameroun. Alors, il faut rappeler que c'est son premier voyage depuis sa réélection en avril dernier. Alors, pourquoi il a choisi le Cameroun? Il faut comprendre que le Cameroun aujourd'hui, c'est un pivot pour la France en Afrique centrale, parce que les relations avec la République centrafricaine sont glaciales. Et il faut rappeler aussi que récemment, le Gabon, qui est aussi un pays d'Afrique centrale, a rejoint le Commonwealth. Et donc, le Cameroun reste aujourd'hui un pivot pour la France, et la France ne veut pas perdre son influence, sachant qu'il y a d'autres puissances, notamment la Chine et la Russie, qui concurrencent la France dans ces pays. Le deuxième aspect sur lequel on peut analyser aussi, c'est le fait que le président Paul Biya, qui a 90 ans, dont 40 années au pouvoir, il y a des fortes chances qu'il ne puisse pas remplir un nouveau mandat à l'issue de celui-là qui s'achève en 2025. Et donc, il y a la question de succession de Paul Biya qui se pose aujourd'hui, et la France veut toujours maintenir son influence au cas où il venait à avoir un changement de régime au Cameroun. L'autre aspect aussi, qui est un aspect géopolitique et géostratégique pour la France, il faut rappeler que le Cameroun a signé un accord de défense avec la Russie en mai dernier, et le voyage de Macron au Cameroun consiste aussi à contrecarrer d'une certaine manière l'influence russe dans ce pays. Ça, c'était le cas du Cameroun. Maintenant, venons-en au Bénin. Alors, le contexte au Bénin s'inscrit dans la restitution des œuvres d'art d'Abomey, restitution qui a eu lieu en novembre dernier. Il faut savoir que c'est un engagement qui avait été pris par le président Macron en novembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui a été concrétisé 2 années plus tard. Alors, non, 5 années plus tard, pardon. Donc, cela, le premier aspect. Le second aspect, il faut rappeler qu'au Bénin, récemment, il y a eu des attaques terroristes, notamment au nord, et sachant que la France se désengage du Mali, mais reste dans le Sahel, dans la région, le Bénin pourrait constituer un socle sur lequel la France va s'appuyer. Le troisième aspect qu'on peut souligner, c'est que au cours de la mandature du président Patrice Talon, on a constaté que le Bénin, qui était autrefois considéré comme un modèle de la démocratie, notamment en Afrique de l'Ouest, a connu des soubresauts politiques, notamment avec l'emprisonnement de certains leaders politiques, et la présence de Macron consistait aussi à évoquer ces questions, notamment en poussant le Bénin vers un peu plus d'ouverture politique. Maintenant, enfin, nous venons au cas de la Guinée-Bissau, ce qui est une première, il faut le souligner, visite d'un président français dans un pays lusophone, donc qui a été colonisé par le Portugal. Mais la raison, elle est toute simple. La Guinée-Bissau a pris la présidence de l'organisation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et on sait que cette organisation sous-régionale est en première ligne face aux juntes militaires, notamment au Burkina, en Guinée et surtout au Mali. Et il faut rappeler aussi que la France a une influence forte sur cette communauté, sur cette organisation sous-régionale. Et aujourd'hui, le fait que Macron visite ce pays lusophone explique encore une fois que la France veut avoir la même mise sur cette organisation. Également ensemble évoquer la situation de plusieurs pays de la région, notamment la République centrafricaine, et de notre préoccupation commune à l'égard des ingérences qui s'y font jour.
Nous sommes également convenus avec le président Biya de continuer de travailler à l'approfondissement des liens entre nos deux pays sur plusieurs volets, et en particulier en matière de développement économique. J'évoquais quelques-unes des pistes et des secteurs sur lesquels nous voulons avancer, également en matière de paix, de prospérité, de stabilité. À cet égard, conformément à nos engagements, je tiens à renouveler, et nous en avons là aussi longuement parlé, le soutien de la France au processus de décentralisation. Alors, dans la première partie, en parlant du contexte, on avait souligné le fait que le Cameroun aujourd'hui joue une place centrale en Afrique centrale. C'est ce qui ressort dans cet extrait. Quand Emmanuel Macron parle de la situation dans la sous-région, en faisant référence notamment à la République centrafricaine, on sait que le groupe Wagner, que certains qualifient de mercenaires russes, sont présents dans ce pays. Et on sait aussi que la France a quitté l'opération Sangaris a quitté ce pays sur fond de tensions, et depuis l'arrivée au pouvoir du président Touadéra, les relations avec la France n'ont jamais été au beau fixe, et donc aujourd'hui la France s'appuie sur le Cameroun pour avancer son agenda dans cette partie de l'Afrique. Et on sait aussi de manière plus globale que les relations avec le Gabon, donc qui est aussi un pays important, en tout cas dans la francophonie, a récemment rejoint le Commonwealth. Donc tout cela fait aujourd'hui du Cameroun un État pivot sur lequel la France s'appuie. Et cela aussi nous amène à poser la question de façon plus globale. À chaque fois que la France a des relations difficiles avec un pays africain, elle s'appuie sur un autre pays africain, et notamment de pays voisins. Je pense que nous allons voir plus tard dans cette analyse lorsqu'il s'agira notamment du cas du Sahel. Donc à chaque fois que la France a des relations difficiles avec un pays africain, elle essaye de s'appuyer sur d'autres pays de la région, et cela nous amène aussi parfois à nous poser la question sur l'efficacité de nos organisations sous-régionales, le fait qu'il y a parfois on n'arrive pas à parler de la même voix, et justement la France profite de ces fissures pour faire avancer son agenda. Donc je crois qu'aujourd'hui il est peut-être temps justement de prendre conscience de cela et de se dire que les problèmes qui concernent la sous-région, quelle qu'elle soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, doivent être résolus par la même organisation. D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Alors, dans l'extrait que nous venons de visualiser, c'est suite à la question d'un journaliste camerounais qui consistait de savoir qu'il y a beaucoup de pays africains, dont le Cameroun, qui font face à des menaces terroristes ou des bandits armés, mais qui ne bénéficient pas forcément de l'aide militaire ou financière de l'Occident, donc de la France. Mais par contre, quand on compare la situation en Ukraine, on voit qu'il y a une chaîne de solidarité envers ce pays. Et donc, le journaliste en question se pose la question s'il n'y a pas, dans une certaine mesure, deux poids, deux mesures. Dans la réponse du président Emmanuel Macron,
il a fait ce qu'on appelle en analyse des discours un cadrage, c'est-à-dire qu'il a élargi la question du journaliste en évoquant la question de souveraineté de l'Ukraine, la charte de l'ONU, des documents qui ont été signés par la Russie, mais qui ont été violés par cette même Russie selon lui. Alors, il a essayé de poser son argumentaire comme ça, et on comprend là une stratégie d'élargir la question pour essayer de trouver un angle d'attaque. Mais lorsqu'on essaie d'analyser encore plus loin, il parle de l'hypocrisie. Ça, c'est important à souligner parce qu'il se trouve dans un pays, donc le Cameroun, qui s'est abstenu lors du vote aux Nations Unies, condamnant la Russie. Donc, on comprend aisément qu'il fait référence au Cameroun, donc il fait une allusion au Cameroun sans les nommer. Mais encore plus loin, dans sa réponse à cette question, il fait référence à la situation, à l'engagement militaire français au Mali. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà, le journaliste camerounais en question, sa question était plutôt centrée sur le Cameroun. Mais au lieu de répondre sur cette question, parce qu'il faut rappeler que dans les sud-ouest et les nord-ouest du Cameroun, notamment dans des zones anglophones, il y a des conflits armés. Et donc, au lieu de répondre à cette question, il s'appuie sur le cas du Mali, donc sur l'engagement français au Mali de 2013. Et là aussi, il fait une sorte de ce qu'on appelle de l'idéologie, c'est-à-dire il qualifie les faits tels que lui semble, en essayant de présenter l'opération Serval puis Barkhane comme étant un succès, alors qu'on sait que la France a récemment quitté le Mali sur un fond d'échec, tout simplement, parce que l'engagement militaire français n'a pas permis de contenir ou d'anéantir des nids de terroristes au Mali. Et donc, la question, c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre à une question bien précise, parce que le Cameroun fait face à des attaques terroristes dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, il ne répond pas à cela, mais il essaye de justifier l'aide militaire ou l'aide en termes de matériel ou d'armes occidentales à l'Ukraine en évoquant des questions de souveraineté. Quand on sait que dans bon nombre de pays africains, des conflits armés menacent aussi la souveraineté territoriale de ces pays. Face à un tel engouement, vous avez fait le choix de prolonger cette exposition, ce qui en dit beaucoup sur la longue attente qui avait précédé leur retour. C'est le fruit aussi d'un engagement de la France que j'avais pris dès 2017 à Ouagadougou, puis de discussions que nous avions eues ensemble, et ce qui prouve que, je le dis ici pour ce sur quoi nous nous engageons aujourd'hui, lorsque nous actons des choses, nous le faisons. Dans cet extrait, Emmanuel Macron fait référence à la restitution des 26 œuvres d'art au Bénin. Il faut rappeler que c'est un engagement qu'il avait pris depuis 2017 au Burkina Faso, à Ouagadougou, chose qu'il a rappelé dans son discours. Et c'est aussi une manière de se donner un ethos de crédibilité, c'est important, de dire que lorsqu'il prend des engagements, il va jusqu'au bout. Il sait aussi que ces œuvres d'art sont vraiment valorisées, mises en valeur au Bénin, et que les Béninois s'y tiennent fermement. Et donc, en posant un acte concret, c'est aussi une façon d'avoir des échos, une opinion favorable dans l'opinion publique béninoise. Et aussi, de façon globale, on peut aussi analyser cela dans un contexte panafricain. On sait que la France, notamment pendant la période de colonisation, a pillé beaucoup d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, le président Emmanuel Macron se pose comme le président français qui affiche une réelle volonté de restituer ces œuvres. Et il faut rappeler que la Côte d'Ivoire attend aussi les tambours battants, et le Sénégal a reçu en 2019 le sabre. Et donc je crois que Emmanuel Macron aujourd'hui, en tout cas sur ce volet culturel, se pose comme étant du côté des Africains. C'est important aussi quand on voit dans l'extrait, il parle aussi à la classe politique française quand il annonce qu'une restitution n'est une contrition, n'est pas une contrition. C'est un message qui est adressé notamment à la droite et à l'extrême droite française, parce qu'on sait que ces familles politiques ne sont pas favorables à cette restitution, parce qu'ils considèrent que cela sape d'une certaine manière l'image de la France. Donc sur ces volets, je crois que s'il y a peut-être un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence, en tout cas au Bénin,
entre le Bénin et la France, ou entre la France et ses anciennes colonies, c'est peut-être une question d'œuvre d'art, parce que Emmanuel Macron s'inscrit dans la volonté des Africains. Mais la culture, la formation, le développement de l'activité entrepreneuriale, l'accompagnement de vos réformes ne sont possibles que si la sécurité est maintenue sur le sol national et dans la région. Vous savez l'engagement historique de la France pour lutter contre le terrorisme aux côtés des Africains. C'est pourquoi nous avons échangé avec le président sur la situation sécuritaire. Et je veux ici rendre hommage aux membres des forces armées et des forces de sécurité intérieure, ainsi qu'aux civils tués dans les attaques qui ont frappé le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso depuis la fin de l'année 2021. Dans cette partie, le président Emmanuel Macron fait référence à la nouvelle doctrine française, notamment sous les plans militaires, parce qu'il faut rappeler que la France quitte le Mali, mais elle ne quitte pas le Sahel. Elle entend réorganiser son dispositif militaire et comme vous avez vu dans l'extrait, il a annoncé que la France était prête à apporter une aide matérielle au Bénin, parce que le nord du Bénin fait face à des attaques terroristes, et cela correspond justement à la nouvelle doctrine qui consiste à ne plus mettre en avant les forces militaires telles qu'elles étaient au Mali, au nord du Mali, mais en étant en filigrane aux armées de la région. Cela aussi dans un contexte où le Bénin et le Niger ont signé un accord de défense il y a un mois de cela, quand on sait que l'opération Barkhane aujourd'hui a pour centre de gravité le Niger. Et aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un nouvel axe Bénin-Niger sur lesquels la France s'appuie. Elle sait aussi que les opinions publiques africaines, notamment ouest-africaines, ne sont pas toujours favorables à la présence militaire française, parce que le cas du Mali a peut-être été, en tout cas, c'est une référence pour beaucoup d'Africains. Et aujourd'hui, la France ne se met pas forcément en avant, mais elle vient en appui à ses armées de façon beaucoup plus subtile. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, comme je l'ai dit, à la naissance d'un nouvel axe Bénin-Niger sur lequel la France s'appuie. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Alors là encore, on voit que la Russie revient dans les discours du président Emmanuel Macron. Il faut rappeler que cela fait suite à la question d'une journaliste qui portait sur la sécurité alimentaire notamment. On voit qu'ici, la Russie est utilisée comme le bouc émissaire, parce qu'on sait que si aujourd'hui on assiste à l'inflation, à une crise alimentaire dans le monde, la Russie n'est pas la seule responsable. Les Occidentaux, notamment les sanctions des Occidentaux, ils sont pour beaucoup. Mais aujourd'hui, dans cet extrait, Emmanuel Macron essaie de présenter la Russie comme la seule responsable, mais il va un peu plus loin en essayant notamment de jouer sur l'émotion des Africains, quand il dit que la Russie est la seule puissance coloniale de nos jours. On sait que les pays africains, en grande majorité, ont été colonisés, et c'est une façon de jouer sur ce passé douloureux, et en rappelant aussi cette guerre en Ukraine. Et cela aussi consiste à avoir d'une certaine manière l'adhésion des Africains, quand on sait que la colonisation a été assez brutale, notamment en Afrique. Mais il y a aussi un paradoxe qu'on peut souligner dans ce passage, c'est que certes, les pays africains pour la plupart ont été colonisés, mais par qui? Par quel pays? Par la France notamment. Et lorsque c'est un président français qui annonce là, je crois qu'on peut justement souligner ce paradoxe. L'autre aspect aussi sur lequel on peut parler, c'est le fait que lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à l'Union africaine, il a utilisé le même argument, c'est-à-dire rappeler
que ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine est comparable à la colonisation qu'a subie l'Afrique. Donc on voit qu'aujourd'hui, les Occidentaux, dans leur majorité, essayent de jouer sur le passé douloureux de l'Afrique pour pousser les pays africains, notamment les dirigeants africains, à se ranger du côté de l'Occident. Mais on se pose la question, est-ce qu'il y a de l'intérêt des pays africains de se ranger d'un côté ou de l'autre, quand on sait qu'il s'agit là avant tout de questions géostratégiques et géopolitiques dans lesquelles, à mon avis, le continent africain n'a pas à se positionner. Mais aujourd'hui, il y a tout un narratif qui va un peu dans le sens on essaye de construire des blocs. Le bloc de ceux qui sont bien de la morale, donc du côté des Occidentaux, et l'axe du mal qui serait du côté d'Occidentaux. Donc on essaie de présenter un peu la Russie comme le paria, un pays avec lequel il faut rompre toutes les relations diplomatiques, quand on sait que quand on analyse de façon plus approfondie, les relations sont beaucoup plus complexes, parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui est un des grands pays occidentaux, a du mal à se défaire du gaz russe, a du mal à couper les ponts avec la Russie. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les Africains doivent être attentifs à ces discours. D'ailleurs, à la fin, il essaye de donner en quelque sorte une leçon aux Africains, mais je pense que nos dirigeants, nos pays sont assez mûrs pour prendre des décisions qui conviennent aux intérêts de leur pays et de leur peuple. En analyse des discours, notamment des discours politiques, le contexte spatial est assez important à souligner. C'est pourquoi dans le cas de la Guinée-Bissau, indépendamment du discours qui a été tenu, je pense qu'on peut analyser de façon globale. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs, qu'il s'agissait d'une première visite d'un président français dans un pays, en Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone colonisé par le Portugal. On sait que depuis peu, le président Umaro Sissoco Embalo est le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. On sait aussi le rôle qu'a joué cette CEDEAO, qui continue de jouer cette organisation sous-régionale dans des crises, notamment au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je pense que la présence de la France dans ces pays aujourd'hui témoigne de son intérêt d'avoir en quelque sorte, si ce n'est de l'influence, mais même encore plus loin, de la même mise sur cette organisation, et d'avoir son mot à dire dans les décisions qu'elle est amenée à prendre. Et il faut rappeler aussi que le président Embalo a invité le président Macron au prochain sommet de la CEDEAO. Donc ça prouve qu'il y a une relation étroite entre la France et la CEDEAO, et que la France n'est peut-être pas étrangère aux décisions qui sont prises par cette organisation. On pense notamment aux sanctions qui ont été prises contre le Mali en début d'année, au mois de janvier. Et donc aujourd'hui, je pense que cela témoigne aussi de la complexité ou des relations parfois ambiguës qu'entretiennent la France et certaines des organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron n'a pas été au Mali, mais comme on a pu constater dans ses discours, on voit que le Mali a été beaucoup présent, et cela dénote aussi de la complexité aujourd'hui des relations Mali-France, et que ces relations ne sont plus bilatérales mais multilatérales, c'est-à-dire que ce qui se passe au Mali est considéré aujourd'hui comme un cas d'école. Je pense que la France a peut-être peur que le cas du Mali ne se multiplie dans la région ou même au-delà. Et c'est pourquoi dans les discours d'Emmanuel Macron, il fait beaucoup référence à la situation au Mali. Et donc, sans être présent au Mali, je pense que l'ombre du Mali a plané sur cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. C'était Brima Sidibé pour À l'école.